Madame la consul générale de France à Munich, chère Corinne Pereira, et à travers vous, c'est l'ensemble des personnels diplomatiques et consulaires que je salue. Monsieur le directeur de l'Institut français de Munich, et j'associe l'ensemble des acteurs de notre action culturelle, linguistique, Madame et Messieurs les conseillers des Français de l'étranger, et là aussi, j'associe vos collègues conseillers des Français de l'étranger partout dans le monde, les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, les parlementaires, députés et sénateurs, naturellement, chers élèves, chers étudiants ici présents, et à travers vous, voilà, toute cette communauté éducative de l'enseignement français à l'étranger, mes chers compatriotes, tout simplement établis hors de France, sur tous les continents. À chacune et à chacun, je tenais tout d'abord à vous offrir du fond du cœur mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux de très belle année 2022 à toutes et à tous, à vos familles, dans tous vos projets. Belle et heureuse année, qu'elle soit une année de bonne santé. Ce vœu, il n'a jamais été aussi actuel. Une année aussi de solidarité renouvelée, de grandes conquêtes, car vous êtes de ceux, vous les Français établis hors de France, qui repoussez les frontières du possible. Il y a un an, c'était depuis l'ambassade de France en Italie, à Rome, que je vous adressais ces vœux. Et aujourd'hui, je le fais depuis l'Institut français de Munich, en Allemagne. Cela me semble avoir beaucoup de sens. Non pas parce que je resterai toute ma vie, cet ancien Français de l'étranger ayant vécu 8 ans en Allemagne, mais parce que cet hommage ne pouvait se faire que depuis l'un des endroits où s'incarne cette vitalité de la communauté des Français de l'étranger. Eh bien, cet Institut français, il symbolise aussi notre présence, votre présence à vous, nos 3,5 millions de compatriotes aux 4 coins du globe, en Europe, en Afrique, en Asie, au Proche-Orient, en Amérique, en Océanie, là où vous êtes les visages de la France. Et vous êtes cette diaspora bleu-blanc-rouge qui fait à la fois vivre la langue française dans tous les pays du monde et chanter l'accent française aussi dans toutes les langues de la planète. Alors, par votre rôle, par votre engagement, partout où vous êtes, que vous soyez établi depuis 6 mois ou depuis 6 générations, je le sais, vous donnez envie de France. Et puis surtout, ça a du sens d'être ici à Munich parce que l'amitié franco-allemande, le couple franco-allemand, cela représente beaucoup à l'échelle de l'Europe. Alors l'Europe, ce sont certes des institutions, des traités, des règles du jeu, des projets, mais c'est avant tout une communauté de destin de femmes et d'hommes qui bâtissent la paix, la prospérité du continent depuis plusieurs décennies maintenant. Et cette communauté européenne de destin, elle trouve ses racines dans l'histoire. Au cœur des tempêtes du XXe siècle, qui aurait pu penser, imaginer que justement ce sont les peuples allemands et français qui, par des choix politiques, par des volontés populaires, un jour seraient les moteurs de cette paix qui s'est muée de président en président, de chancelier en chancelière, en réconciliation, en amitié et enfin en communauté de destin, agrégeant d'ailleurs bien plus largement d'autres États. La réunification allemande préfigura d'ailleurs la réunification du continent. Et aujourd'hui, cette Europe de 27 États membres que la France a pour mission de présider jusqu'en juin, elle n'a pas à rougir face à l'affirmation des puissances dans le monde. Cette communauté européenne de destin, elle se conjugue à l'envie au présent. Elle irrigue déjà l'ensemble de nos sociétés civiles, désormais intimement liées, et j'en veux pour preuve ces grands témoins présents ici à mes côtés aujourd'hui, des compagnons du devoir en apprentissage, ici en Bavière, aux volontaires de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFAGE, un des plus beaux acquis du traité de l'Élysée, en passant par les étudiants du programme Erasmus, dont nous fêtons cette année les 35 ans. Sans oublier les jeunes officiers de l'école navale qui sont en formation ici, à l'université de la Bundeswehr, ou les élèves du lycée Renoir. Alors, mes chers compatriotes, vous, les 144 000 Français d'Allemagne, vous êtes 144 000 preuves vivantes du sens de l'histoire. Vous êtes des citoyens français, parfois des citoyens franco-allemands, mais vous êtes toutes et tous des fils et des filles d'Europe. Et comme des millions de Français en mobilité, vous vivez cette identité plurielle en toute harmonie. Alors, permettez-moi de revenir d'un mot sur l'année que nous avons quittée, il y a de cela quelques jours. 2021, ça aura été une année d'ombre et de lumière partout dans le monde entier. L'ombre de ce virus, tout d'abord, qui n'en finit pas d'être l'inattendu permanent avec ces vagues que nous avons une à une repoussées et que nous repoussons encore, laissant entrevoir enfin un reflux teinté d'une éclaircie durable, nous l'espérons tous. Mais surtout, la lumière, celle qui, partout dans le monde,
a éclairé la solidarité qui nous a unis les uns aux autres. À chaque moment de la crise, la France, elle a été fidèle à elle-même en étant soudée, en étant aux côtés de ses ressortissants, où qu'ils vivent. Solidarité, je crois que ce fut le maître mot au sein des communautés et pour nous aussi, gouvernement, auprès de vous dans cette tempête. Depuis 2 ans maintenant, parce que les Français de l'étranger, ils ont été les premiers Français exposés à la crise sanitaire. C'était en janvier 2020. Ça a démarré en Chine, à Wuhan. Déjà, l'État était là pour évacuer, pour soutenir, pour accompagner. Et c'est grâce à une volonté politique clairement exprimée par le président de la République, grâce à un effort majeur de solidarité nationale, mais aussi grâce à des ambassadrices et des ambassadeurs, à des consuls généraux, des chefs de section consulaire, des agents consulaires, à des consuls honoraires exceptionnellement dévoués, eh bien, que nous avons pu ensemble faire face, assurer ce soutien au quotidien. C'est pourquoi je ne peux évoquer l'année écoulée sans saluer le dévouement et le travail remarquable des acteurs de terrain depuis le début de la crise. Je rends ainsi hommage à vos élus, conseillers des Français de l'étranger, parlementaires, eux aussi fortement mobilisés pour vous soutenir, et que j'ai pu retrouver d'ailleurs pour certains dans le cadre de la nouvelle Assemblée des Français de l'étranger, dont je salue la présidente Hélène de Grise. Et puis je rends hommage aux membres et bénévoles des associations qui œuvrent chaque jour auprès des nôtres. Je pense notamment aux associations de bienfaisance, d'entraide et de solidarité qui ont joué un rôle fondamental et dont je me réjouis que la Fédération Fibre d'ailleurs ait été créée pour les appuyer. C'est pourquoi nous avons continué de les aider. La France, c'est bien simple, elle soutient ceux qui vous soutiennent. Grâce à l'effort de tous les agents, je crois que le service public consulaire n'a jamais cessé, ni même flanché. Alors je le sais, ça a été parfois plus compliqué avec les répercussions de la crise sanitaire sur l'organisation des services. Les autorités locales dans les pays ont souvent ordonné confinement, télétravail, etc. Mais sachez que chacune et chacun des agents a mis tout son cœur et son engagement pour faire flotter haut ces couleurs de la solidarité. Solidarité avec le plan de soutien exceptionnel de 220 millions d'euros que le président de la République a souhaité et qu'avec Jean-Yves Le Drian, nous avons mis en place. Il se poursuit. Depuis le printemps 2020, ce furent des aides sociales, éducatives, mais également le déploiement de la vaccination là où c'était nécessaire, là où c'était possible, ainsi que la délivrance de passes sanitaires et désormais de passes vaccinaux. Solidarité encore avec les secours occasionnels spécifiques. Vous savez, cette aide SOS Covid, qui a évolué pour devenir une aide mensuelle et qui est maintenue tout au long des prochains mois. Solidarité avec, au-delà d'ailleurs des 18 millions d'euros d'aide SOS Covid, un budget de près de 15 millions d'euros qui a été validé en commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger dans le besoin. Je crois que nous pouvons être collectivement fiers. Oui, la France est le seul pays en Europe à avoir mis en place, au profit de ses nationaux établis à l'étranger, un système d'aide sociale aussi avancé. Solidarité, grâce à une communauté française active, à des associations fortes, et pour ce faire, le soutien financier accordé aux organismes locaux d'entraide et de solidarité, ce qu'on appelle les OLES, qui a été considérablement augmenté. En 2 ans, plus de 4 millions d'euros ont été attribués. Le champ, d'ailleurs, des projets soutenus a été élargi. Je pense par exemple à l'aide financière qui a été attribuée aux auto-entrepreneurs, comme ce fut le cas en Israël, ou auprès des restaurateurs français touchés par la crise à New York. Solidarité, toujours, avec, vous le savez, un nouvel exercice encore pour le dispositif de soutien au tissu associatif des Français de l'étranger, ce fameux STAF qui a commencé en novembre dernier. Et je souhaite d'ailleurs que la Commission nationale travaille toujours plus étroitement avec les commissions locales pour l'examen des dossiers. Et j'en profite pour tirer un grand coup de chapeau à toutes les associations qui s'engagent pour vous. Je pense à l'UFE, je pense à Français du Monde, je pense à la Fédération des accueils français à l'étranger, que j'ai pu rencontrer aujourd'hui encore à Munich. En 2021, le STAF il a permis d'aider pas loin de 130 projets portés eh bien, par des associations animées par et pour les Français de l'étranger. Solidarité, disais-je, et je poursuis avec l'aide à la scolarité. Nous avons poursuivi notre soutien aux familles parce que le risque, c'était la déscolarisation avec les conséquences économiques de la crise pandémique. Et donc nous avons aussi assoupli les critères d'obtention de bourses. En 2021, ce sont 106 millions d'euros qui ont été attribués et en 2022, nous avons budgété de quoi maintenir ce rythme
n'ayez aucune inquiétude. Nous restons là. Et grande nouveauté, depuis la rentrée dernière d'ailleurs, la prise en charge de l'aide à la scolarisation des élèves en situation de handicap a été étendue à l'ensemble des familles résidant à l'étranger, dont un enfant en situation de handicap est inscrit dans un établissement du réseau de l'enseignement français à l'étranger, qu'il soit boursier ou non. C'est une mesure universelle et cette mesure forte, elle répond tout simplement à des besoins exprimés par de nombreuses familles. Et n'en déplaise à ceux qui fustigent, honteusement, je dois dire, l'inclusivité, la France, elle se fait un point d'honneur à accueillir dans ses établissements tous ces enfants et à faire en sorte qu'ils puissent grandir ensemble. Ils font pleinement partie de nos communautés éducatives et à ce titre-là, il était important de faire cette mesure. Solidarité avec une campagne de vaccination menée tambour battant auprès de nos compatriotes. Et je veux vous dire combien nous pouvons nous enorgueillir, là aussi, d'être, je crois, le seul pays au monde à avoir déployé cet effort au-delà des propres agents de l'État à l'étranger, mais pour vraiment aller au-devant des communautés. Cette opération d'envergure qui était lancée en mai 2021, elle a permis à ce jour d'envoyer des doses, tenez-vous bien, dans 69 pays. Et ce sont des opérations logistiques parfois très complexes pour aller desservir parfois des communautés de quelques dizaines de ressortissants, mais elles ont été menées à bien. Et désormais, c'est le rappel vaccinal qui est en cours ou qui vient de s'achever, par exemple en Argentine, en Indonésie, à Madagascar, au Mozambique, en Thaïlande ou encore au Turkménistan, en Asie centrale. En outre, dès lors que la France mettait en place l'été dernier le pass sanitaire, nous avons tout fait pour faciliter la vie de celles et de ceux d'entre vous qui revenaient sur le sol national et qui avaient reçu justement un schéma vaccinal reconnu par l'autorité européenne du médicament. Eh bien, 275 000 d'entre vous ont ainsi pu convertir leur certificat de vaccination en QR code. Ça a été fait grâce à une cellule dédiée du ministère. Cela a parfois été source d'angoisse, je le sais, pour certains d'entre vous par rapport au délai que vous aviez pour vos déplacements, vos voyages, mais je peux vous assurer au cœur de ce mois d'août, tout le monde était sur le pont pour pouvoir faire face, y compris votre serviteur sur les réseaux sociaux. Nous récupérions tous vos messages, parfois vos SOS, pour gérer ces demandes qui affluaient. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce qu'il en était du rappel dans le cadre du pass vaccinal. J'évoquais le pass sanitaire. Je peux vous annoncer aujourd'hui 2 avancées pour les Français de l'étranger. Tout d'abord, les preuves de rétablissement obtenues à l'étranger, elles pourront être intégrées dans le pass vaccinal. Dans les tout prochains jours, vous pourrez déposer votre demande sur la plateforme Démarche simplifiée, qui est gérée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous allez sur la page Diplomatie sur Internet et vous trouverez la rubrique. La durée de validité de cette preuve de rétablissement sera de 4 mois à partir du 15 février. Ensuite, pour tous nos compatriotes qui ont un schéma vaccinal complet, avec un vaccin qui est reconnu, là encore, par l'Agence européenne du médicament, ou qui est inscrit sur la liste d'urgence de l'OMS, vous pourrez obtenir votre dose de rappel en France si vous n'avez pas pu l'obtenir dans votre pays de résidence. Pendant 15 jours, vous pourrez avoir un pass valide, sous réserve justement de justifier d'un test de moins de 24 heures, le temps que votre pass devienne actif. Et ces tests, je le rappelle, ils demeurent gratuits. Alors, mes chers compatriotes, vous le voyez, l'État s'est tenu à vos côtés, tout près de vous, pour résister ensemble, faire face ensemble. Et au-delà de la crise sanitaire, le monde connaît encore son lot de crises, de convulsions. Je pense plus particulièrement en ce moment à nos compatriotes qui sont établis en Ukraine ou au Burkina Faso. Sachez qu'à toute heure du jour et de la nuit, nous veillons. Je tiens à cette occasion à saluer l'action du Centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay, qui est une vigie et un lien permanent. L'année réservera sûrement son lot de difficultés, mais je suis sûr qu'ensemble, nous les surmonterons. Alors je vous propose d'être résolument optimiste pour accueillir 2022. Grâce à vous, je ne doute pas que 2022 sera, une fois encore, une année du rayonnement français, ce même rayonnement que portent aussi les acteurs du tourisme, de la francophonie, des petites et moyennes entreprises qui,
chacun participe à faire briller avec éclat notre pays par la mise en valeur de nos territoires, par la langue française, par la valorisation de nos savoir-faire. Et donc je forme tout d'abord des vœux de rayonnement pour notre service public à l'étranger, celui qui est à votre service, parce que nous avons l'ambition d'un service public toujours plus proche de vos attentes, de vos réalités, de vos besoins. Eh bien, nous avons lancé de nouveaux dispositifs, des petites révolutions du quotidien qui sont finalement la meilleure manière de défendre et d'illustrer un service public résilient plutôt que figé dans le temps. Je pense par exemple au premier étage de ce que j'appellerais la fusée France Consulaire, qui permet de vous apporter la meilleure réponse téléphonique ou par email qui puisse exister. Actuellement, c'est en phase expérimentale pour nos compatriotes qui sont établis en Croatie, au Danemark, en Irlande, en Slovénie, en Suède. J'ai été visiter les personnels qui sont derrière le téléphone. 98% d'appels décrochés. Et comme préconisé dans le rapport d'Angente, la plateforme sera progressivement étendue aux autres pays de l'Union européenne en 2022, puis au monde entier. Les Français établis en France, ils ont les maisons France Service dans leur canton. Eh bien, les Français établis hors de France, ils auront ainsi France Consulaire qui vous permettra d'obtenir dans des délais très rapides, voire sans délai, une information, une assistance pour initier vos démarches administratives, les conduire à bon port, si je puis dire. Et ça permettra aussi d'ailleurs au personnel des consulats de se focaliser sur le traitement des dossiers ou sur l'accueil physique qui peut être nécessaire. C'est ça, un service public solidaire et moderne. Je pense aussi à l'envoi sécurisé des passeports et des cartes nationales d'identité. C'est un autre chantier d'envergure. Avec mes collègues Amélie de Montchalin et Gérald Darmanin, nous avons décidé d'étendre la liste des pays dans lesquels l'envoi des passeports peut s'effectuer par voie postale. Ça vous évite un deuxième déplacement au consulat, c'est pas rien. Eh bien, 13 pays supplémentaires ont rejoint la liste des 39 premiers pays concernés par l'envoi postal sécurisé. On en est à 52. Et la même procédure va être étendue dès cette année également aux cartes d'identité. Je sais que c'était une attente forte. Eh bien, elle va pouvoir être réalisée. Et on ne va pas s'arrêter là. Le président de la République, il a donné un arbitrage favorable pour lancer une expérimentation pour la dématérialisation du renouvellement des passeports. Et on va conduire cette expérimentation dans 2 pays, au Canada, au Portugal, d'ici la fin de l'année. C'est cela aussi, un service public qui est solidaire et moderne. Et puis, bien d'autres projets sont en cours de développement. Je citerai la mise en service d'une nouvelle application de prise de rendez-vous au consulat, une sorte de Doctolib de la prise de rendez-vous finalement au consulat. Ça sera lancé d'ici la fin du mois de février. Je sais que les prises de rendez-vous sont parfois compliquées. Vous me racontez combien parfois il faut aller à minuit ou à 5 heures du matin pour attraper un rendez-vous sur la plateforme actuelle. Eh bien demain, je pense que grâce à cette nouvelle application, la situation va vraiment s'améliorer. Alors j'en profite d'ailleurs pour saluer les postes consulaires qui ont pris des initiatives pour réduire ou résorber les délais, pour s'adapter à vos rythmes de vie. Magnifique initiative mise en place par exemple au consulat de New York avec une nuit des passeports. Et je sais que bien d'autres s'inspirent de ce bel exemple. Enfin, avec ma collègue Amélie de Montchalin, nous travaillons à une transformation profonde de l'identité numérique pour vous, nos compatriotes établis hors de France, afin de vous faciliter, encore une fois, la vie et toute une série de démarches. C'est cela, un service public solidaire et moderne. Et nous continuerons ensemble à imaginer le service public de demain. Ça, je peux vous en assurer. Parce que vous êtes des Français à part entière, eh bien, je considère que chaque ministre, au sein d'un gouvernement, aujourd'hui comme demain, il doit se sentir lui-même en charge des Français établis hors de France, pour que chacune des politiques publiques qu'il met en place ou qu'elle met en place ait automatiquement un prolongement ou une adaptation pour les Français de l'étranger. C'est par exemple ce à quoi je réfléchis avec Sarah El Haïry en charge de la jeunesse pour faciliter l'accès du service national universel. Je peux vous assurer que le président de la République, il vous a chaque jour à l'esprit. C'est le sens d'ailleurs du courrier qu'il vous adressait il y a un an. Et il ne se passe pas un conseil de défense sanitaire sans qu'il ne s'enquiert auprès de moi de votre situation, sachez-le. Et de même, le Premier ministre Jean Castex demeure très attentif à vos problématiques. Il a pu rencontrer la communauté française, c'était il y a peu à Madrid. Et je souhaite également profiter de cette présidence française de l'Union européenne pour renforcer les liens entre les ministres chargés de leur communauté nationale à l'étranger. Cela ne peut
que vous être plus utile. Et je sais d'ailleurs qu'un certain nombre de conseillers des Français de l'étranger souhaitent renforcer localement ces liens entre communautés européennes. Je forme ensuite des vœux de rayonnement pour cette éducation à la française et pour notre culture. 380 000 élèves, 552 établissements dans 139 pays. Notre réseau d'enseignement français à l'étranger, c'est un trésor national. Un trésor par la qualité de son enseignement, qui est reconnu comme de classe mondiale, et puis un trésor par l'engagement des personnels enseignants, encadrants. Et je les salue tous, qu'ils soient en gestion directe, conventionnés, partenaires, gérés par les parents d'élèves, gérés par la MLF, la FLEC ou des acteurs du secteur privé. Voilà tout simplement pourquoi cet enseignement français à l'étranger, c'est pour nous une priorité politique. Une priorité affirmée dès 2018, lorsque le président de la République a fixé l'objectif de multiplier par 2 les effectifs d'ici 2030. Il nous reste 8 ans. Une priorité déclinée dans un plan d'action que j'ai préparé puis présenté en 2019 avec Jean-Yves Le Drian et Jean-Michel Blanquer. Alors certes, la crise sanitaire est passée par là, elle nous a obligés à gérer l'urgence, à garantir la survie des établissements, mais je crois que le but est atteint de ce point de vue-là grâce au plan massif de soutien aux familles, aux établissements, à l'agence de l'enseignement français à l'étranger. Aucun établissement n'a été contraint de cesser son activité et au contraire, d'ailleurs, le réseau continue à être dynamique en dépit des circonstances difficiles. Alors, il y a eu la simplification de la procédure d'homologation, elle a porté ses fruits. On en est depuis 2018 à 71 nouveaux établissements qui ont rejoint ce magnifique réseau. Vous voyez ? Nous avons aussi multiplié par 3 les montants des subventions accordées au réseau des associations français langue maternelle, les Flammes, et nous allons donner les moyens à cette nouvelle fédération Flammes de pouvoir grandir en s'adressant à toujours plus de jeunes. Par ailleurs, au Sénat a été votée la semaine dernière une proposition de loi, celle de Samantha Cazbonne, qui permet de mieux représenter les parents d'élèves au sein du conseil d'administration, qui permet aussi de travailler sur la formation. Et je peux vous dire également que nous allons continuer à aider le réseau à s'étendre en termes de projets immobiliers. Un nouveau dispositif de garantie a été mis en place. L'ANEF siégera comme expert au conseil d'administration de l'AEFE. Je me réjouis d'ailleurs qu'en 2022, des travaux d'ampleur puissent être conduits. C'est au lycée Lyotet à Casablanca, c'est à Louis Massignon à Abu Dhabi, à Antoine de Saint-Exupéry à Santiago du Chili, ou encore au lycée français de Shanghai ou à l'école maternelle Muner de Barcelone. Permettez-moi d'ailleurs de saluer ici Olivier Brochet, le directeur de l'AEFE, et l'ensemble de ses équipes qui y travaillent d'arrache-pied. Un mot enfin de la politique d'influence de la France. Vous le savez, le 14 décembre dernier, Jean-Yves Le Drian a présenté une nouvelle feuille de route pour l'influence française et nous avons bien des atouts pour une diplomatie d'influence efficace. Je pense à la langue française, à l'éducation, à l'insertion professionnelle, à l'enseignement supérieur, la recherche, les médias français à l'international. Et permettez-moi de saluer à ce moment le réseau des instituts français, des alliances françaises, pour le rôle qu'ils jouent en ce sens. Alors des vœux, j'en forme aussi pour le rayonnement de notre pays, la France, pour ce qu'il représente, pour la place qu'il occupe dans le monde. En dépit de la violence du choc économique et social induit par la crise sanitaire, la France elle a amélioré bien de ses fondamentaux. Et nous nous appuyons sur ces transformations conduites depuis 5 ans, justement pour engranger des succès économiques. Regardez, une croissance qui caracole à 7%, du jamais vu depuis 52 ans. C'est d'ailleurs le prix Nobel d'économie Paul Krugman qui signale que la France est le pays qui a le mieux résisté dans la crise. Le nombre d'apprentis qui a enfin dépassé les 500 000, on en est à 700 000, rendez-vous compte. Et puis tout cela, c'est aussi un chômage qui est à son plus bas niveau depuis 10 ans. 1 million d'entreprises créées l'année dernière. La France qui est numéro 1 en Europe pour l'attractivité des investissements. Et nous comptons désormais 26 licornes, vous savez, ces entreprises technologiques qui sont passées à une échelle importante. Tout ça, c'est le fruit d'un soutien à l'économie française, conduit avec Bruno Le Maire pendant la crise, fondé sur le maintien des emplois, le maintien des entreprises. C'est le fruit aussi du plan de relance national et des progrès européens accomplis sous l'égide du président Emmanuel Macron et de la chancelière Angela Merkel à l'époque. C'est aussi le résultat de réformes structurelles de notre marché du travail pour donner tout son rôle à la négociation dans l'entreprise et pour réformer l'assurance chômage. Ces succès, ils trouvent aussi leurs racines dans
ou même leur prolongement dans vos communautés des Français établis hors de France. Et je salue les conseillers du commerce extérieur, le réseau de la French Tech, les chambres de commerce à l'international, Atout France, Business France et bien sûr les milliers de volontaires internationaux en entreprise ou dans l'administration qui sont autant d'ambassadeurs de ce rôle de la France. Je peux vous dire que je suis fier d'être le ministre des PME d'un pays qui compte tant d'entreprises françaises qui rayonnent à l'étranger et dont le savoir-faire est demandé. Et puis nous nous appuyons aussi sur une voix qui porte dans le monde. C'est ainsi que le combat pour mettre de l'équité et taxer justement les grandes plateformes GAFA a été remporté. C'est une France forte, vous le voyez, écoutée, entendue, qui s'attelle dans le monde à défendre nos biens communs, au premier rang desquels, naturellement, l'environnement et le climat. Et c'est justement ce que le président de la République est en train de faire lors de cette présidence française de l'Union européenne en matière de défense de l'état de droit, de nos valeurs, mais également de modèle social, de climat, de numérique, de sécurité. Alors, je crois que nous pouvons être fiers de notre pays. Ces ambitions françaises, ces réussites en bleu, blanc, rouge, ce sont les vôtres, ce sont les nôtres. La France, elle rayonne et vous en êtes les visages. Je forme des vœux aussi de rayonnement pour notre démocratie française. Celle précisément qui vous appellera aux urnes, citoyens, au mois d'avril pour élire le président de la République, puis vos 11 députés qui vous représentent à l'Assemblée nationale. Soyez assurés que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères met tout en œuvre pour que vous puissiez voter dans les meilleures conditions possibles, et ce, quelle que soit la morsure de la pandémie. De nombreuses tournées consulaires sont organisées pour celles et ceux qui souhaitent établir des procurations. La téléprocédure, ma procuration, va devenir également accessible aux Français de l'étranger. Participer, c'est important parce que la démocratie, ça ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Et nous travaillons à ce que le vote par Internet soit effectif pour les élections législatives. Le second test grandeur nature s'est déroulé il y a quelques jours et j'ai demandé que nous gardions un nombre de bureaux de vote qui soit d'ailleurs supérieur à celui de 2017, tant pour les présidentielles que pour les législatives. Alors mes chers compatriotes, voilà les vœux que je souhaitais vous adresser pour cette année 2022 depuis Munich, en Allemagne. Il y a un peu plus de 40 ans, en 1977, Paul Naref chantait, vous en souvenez, cette lettre à France, cette inoubliable déclaration d'amour à son pays d'origine. Il disait « Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi et je pense à toi là-bas. Oui, j'ai le mal de toi parfois. » Et puis, mardi dernier, en ouvrant le journal, j'ai vu que, justement, Paul Naref s'apprêtait à lancer une tournée au mois de mai prochain avec une partie à Paris et puis aussi une autre partie depuis les États-Unis dans un format virtuel. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que, ayant grandi hors de France, il y a de cela quelques décennies, je mesure combien la vie de Français de l'étranger a changé depuis. On n'est plus soit d'ici, soit d'ailleurs. On est d'ici et d'ailleurs. On va, on vient, on s'en va et on revient. Alors mes chers compatriotes, continuez d'être d'ici et d'ailleurs. Continuez à essaimer ces petits bouts de France, emportez avec vous et diffusez notre langue, notre culture, nos valeurs républicaines. Et sachez que partout, tout le temps, la France se tient à vos côtés. Belle et heureuse année 2022. Vive la République et vive la France.